En cours de route, deuxième émission en compagnie de Didier Debèze. Pour rappel, Didier Debèze est chercheur au FNRS et enseigne la philosophie contemporaine à l'Université libre de Bruxelles. Ses recherches portent principalement sur les formes actuelles de la philosophie spéculative, sur les théories de l'événement et sur les relations entre le pragmatisme et la philosophie française. Il est directeur de collection aux Presses du Réel, membre du comité de rédaction de plusieurs revues, parmi lesquelles Inflexion et Multitude. Il a consacré plusieurs travaux à la pensée de Whitehead, parmi lesquels Un empirisme spéculatif en 2006, et a édité plusieurs ouvrages tels que Vie et expérimentation en 2007, Philosophie des possessions en 2011, et avec Isabelle Stengers, Gestes spéculatifs en 2015. Son dernier livre s'intitule L'appât des possibles, c'est publié aux Presses du Réel. Dans la première émission, nous sommes revenus sur l'itinéraire philosophique de Didier Debèze, sur une trajectoire qui mène à la découverte de ce que peut être la philosophie, des premiers bouleversements et basculements vers un plein engagement dans une pratique qu'on va faire exister. Aujourd'hui, nous continuerons à parler de l'existence de pratiques philosophiques et de pratiques divergentes au sein de l'université autour du groupe d'études constructivistes qui offre depuis une vingtaine d'années aux chercheurs et aux chercheuses un espace, un lieu d'échange et de recherche, finalement une sorte de laboratoire nécessaire à leurs intérêts à la fois engagés et savants. Le GECO, pour Groupe d'études constructivistes, regroupe des membres du corps enseignant, des chercheurs et doctorants en philosophie, mais aussi des chercheurs et doctorants issus d'autres disciplines. De la sociologie à l'anthropologie, du droit, de la pédagogie à l'urbanisme, ces chercheurs et ces chercheuses sont rassemblés par une pratique singulière. Autour d'une question neuve, contemporaine, différentes sensibilités se rassemblent et s'éclairent les unes les autres. Ce qui est une véritable ouverture peut sembler anodin. Pourtant, elle offre une approche tellement plus paisible, bienveillante, ouverte et créative sur des thèmes majeurs de la pensée. L'approche constructiviste, en ce sens, résiste à toute mise en hiérarchie des savoirs et explore la pluralité ontologique qu'ils mettent en jeu. Du point de vue philosophique, elle s'est faite l'héritière d'une double filiation, le pragmatisme et l'approche spéculative. Elle libère les aventures du savoir de tout critère normatif, comme l'opposition subjectif-objectif, et préférant la pluralité des modes d'existence et la prolifération des reprises au réductionnisme classique de l'explication. À titre indicatif, on citera parmi les penseurs qui font l'objet de recherches spécifiques et de travaux communs, Spinoza, Leibniz, Gabriel Tarde, William James, Alfred North Whitehead, Étienne Souriau, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Donna Haraway, Bruno Latour ou Anna Tsing. Je peux revenir un petit peu sur la naissance du GECO peut-être parce que ça donne des axes. On était trois chercheurs. Il y avait Maria Puig de la Bella Casa qui travaillait sur la question des savoirs situés, principalement dans les études féministes, à une époque où on était loin d'avoir une posture de respectabilité par rapport à ces questions-là. Elle était plutôt confrontée au sourire un peu ironique de ses pairs sur ce sujet-là. Donc, il y avait Nathalie Trussard qui travaillait sur Foucault, et moi, je travaillais à l'époque principalement sur les philosophies de la nature. Comme je le disais tout à l'heure, j'étais venu aussi plutôt par le marxisme à la base, et donc il y avait un certain décalage. Je pense que la question du décalage était le sentiment, je ne sais pas s'il était réel
ou fictif, mais le sentiment d'un décalage avec l'institution était très réel et faisait partie des choses qui nous reliaient. C'est-à-dire une alliance sur les décalages à trois. Il y avait d'autres personnes aussi, mais on s'est mis à trois et on s'est dit que l'université risquait, en tout cas, de nous mettre en rivalité, que ça allait très vite, les questions de rivalité, que la recherche suscite ces rapports-là, la méfiance, la rivalité, et en plus de nous mettre dans des positions de décalage par rapport à... de décalage non voulu. Et donc on a pensé qu'il fallait se protéger. Je pense que c'était très central dans la constitution du GECO. Le sentiment qu'il fallait quand même se protéger d'une manière ou d'une autre, se protéger des poisons qui allaient nous habiter compte tenu de ce qu'est l'université, de ce qu'est la recherche. Il faut dire aussi qu'on avait des profils très différents et en même temps assez proches, puisque je crois que tous les trois, on est arrivé à l'université sans que ce soit naturel. On est venu à l'université plutôt par un désir fort, mais qui ne faisait pas, je crois que ça fait des différences dans le champ, dans les trajectoires des uns et des autres. Ceux qui sont à l'université, c'est Charles Péligui qui disait ça. Il y a ceux qui sont, il disait ça de l'école normale supérieure, il disait ceux qui y sont parce que c'est naturel, c'est-à-dire qu'il était entendu qu'il devait y être, et puis il y a ceux qui y sont par accident, par violence, par trajectoire particulière. Et je pense que nous étions tous les trois plutôt de ce second genre, c'est-à-dire il n'était pas évident qu'on aille à l'université, rien ne nous y poussait, nous n'avions aucune nécessité à le faire, mais dès que nous y étions, nous voulions l'habiter avec le sérieux qui nous avait amené à y être. Et je pense que c'est une tonalité très très différente. Je pense que les gens pour qui c'est naturel, on ne va pas faire de la sociologie, mais en tout cas ce qui nous avait marqué, c'est qu'il y avait un manque de sérieux. C'est-à-dire, étrangement, nous rions beaucoup, mais le rapport à la philosophie ne nous paraissait pas sérieux, il nous paraissait emprunté, un peu à distance, pas vital. Je dirais sérieux au sens de vital. Il nous paraissait accessoire, alors que nous avions tout fait pour y être. On ne pouvait pas accepter qu'il soit simplement accessoire, qu'il soit une sorte de supplément d'âme, de culture générale, de rapport, de formation dans une... Donc on avait un rapport peut-être plus tendu et peut-être plus agressif à ce moment-là à l'université. Et on a rencontré un collectif qui s'appelait Université d'urgence, on a mis en place des événements, ça s'appelait Université d'urgence. J'étais encore étudiant d'ailleurs à ce moment-là. Et on était en lien avec un collectif français qui s'appelait Génération Chaos, et qui faisait c'était entre la performance, le théâtre, la philosophie, etc. Et il y avait un rapport de tension avec l'université, avec les gens, avec nos camarades, certains de nos camarades, avec les chercheurs, avec les doctorants, avec les postures déjà très sérieuses de certains qui se mettaient déjà dans l'habit du professeur, ton pontifiant, manière de physicalité déjà très institutionnelle, et donc on était pris sur toutes ces questions et on y était encore plus rendu sensible avec les gens de Génération Chaos qui interrogeaient la question du physique, de la posture, etc. Et donc on s'est dit qu'il fallait se protéger collectivement et mettre en place, pas uniquement se protéger, mais se protéger en mettant en place des situations d'un autre genre. Je pense que ça a été le moment initial du GECO. On est allé voir Isabelle Stengers, on est allé manger avec elle, et on lui a dit qu'on avait le désir finalement de formaliser, d'institutionnaliser, de se protéger dans l'institution par une sorte de microcosme à l'intérieur de l'institution. Et on y allait avec beaucoup de doutes parce que Isabelle Stengers n'avait pas particulièrement un rapport volontariste à l'institution, et donc devoir institutionnaliser autre chose, on sentait bien que ça n'allait pas être
n'avait pas créé d'enthousiasme. Et étrangement, elle était particulièrement enthousiaste à cette idée. Donc on a eu de beaux échanges, et on a mis en place comme ça le groupe d'études constructivistes à 4. Et puis au fur et à mesure, moi j'étais travaillé à l'Institut de sociologie en recherche urbaine après mes études, et c'est là que j'ai rencontré Bénédicte Zitouni et David Jamar. Et ça a été sur des rapports assez similaires. Moi je suis arrivé à l'Institut de sociologie, je ne vais peut-être pas dire tout ça parce que c'est qu'un de mes collègues maintenant direct. Et donc je suis rentré, je me souviens encore du premier jour, il y avait salle de réunion et autour de moi il n'y avait pas un seul livre, il n'y avait que des archives et que des statistiques de l'INS. Donc les murs étaient tapissés de rapports de l'Institut national des statistiques. J'ai regardé ces bibliothèques et je me suis dit je vais mourir ici, regarder des chiffres, faire des statistiques, quelles que soient les raisons. Parce qu'évidemment, on mobilise les gens en ayant des bonnes raisons, en leur disant mais c'est pour faire des analyses sur l'exclusion, etc. Oui, mais bon, au quotidien, c'est pas parti. Est-ce qu'il y a vraiment des jouissances est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans la manière de le faire qui est intéressante? Et donc, je me souviens qu'on a eu une belle et longue discussion avec Bénédicte et David, et puis ils ont rejoint finalement le GECO. Donc, et puis d'autres, mais le rapport est devenu, d'abord, le GECO est né d'abord d'un rapport à l'intérieur du département de philosophie, de chercheurs de philosophie, puis on a créé des groupes de lecture. Le premier groupe de lecture, c'était sur le Capital et le manifeste du Parti communiste. On liait une petite partie du Capital sur le fétichisme de la marchandise et le manifeste. Et en faisant ce groupe de lecture, il y a eu plein de gens qui venaient de l'extérieur, même des gens du Parti communiste qui sont venus. On a discuté avec eux, c'était magnifique parce que la manière de le faire faisait que personne n'était en posture d'autorité et de connaissance, ne venait imposer une lecture unidimensionnelle du texte. Et donc on a vraiment travaillé sur ces questions-là. Et puis des gens de sociologie, d'anthropologie se sont associés et on ne pouvait plus penser le rapport de la philosophie ou le rapport de nos pratiques sans des rapports aux autres, que ce soit d'autres disciplines ou des dehors de la philosophie. Donc ça fait que je ne dirais pas que le GECO a un rapport particulier avec des mouvements militants, il est en rapport avec des dehors qui sont plurivoques. Et la question est toujours de savoir quel type d'outils sont utilisés, comment, tous ces rapports de remèdes, de poisons, et de tenter d'arriver collectivement à faire en sorte qu'on est porté quand même par quelque chose qui dépasse l'association des différentes individualités. Voilà, donc oui, le rapport au dehors, moi, je pense qu'il est tellement central. Souvent on l'utilise sous des formules. On dit la philosophie a toujours un lien avec le dehors. Mais c'est bien gentil, c'est comme le peuple. On dit voilà, il faudrait rejoindre le peuple, ou j'en appelle à un peuple. Tout ça est très... Pour moi, c'est des figures un peu de dandy, c'est des figures esthétiques. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met effectivement en place. Et donc la question du dehors, c'est qui on rencontre, comment on le rencontre, à quoi on donne une certaine visibilité, comment on se met en lien. Et ces questions-là, elles ne peuvent pas être fixées, parce que le dehors peut vite être un nouveau dedans. S'il parle le même langage, s'il est dans les mêmes modalités, s'il est dans des désirs majoritaires aussi parfois. Donc c'est pas des formules générales, c'est des formules pragmatiques. Ici, qu'est-ce qu'un dehors? Et parfois, on serait surpris de ce qu'on mettrait dans ce dehors. De même pour la question du peuple. Moi, je suis tombé récemment sur une belle idée de Charles Péguy. Charles Péguy, c'est une trajectoire absolument extraordinaire et très singulière. Et il dit à un moment, il est rentré à l'école normale supérieure
venait d'un milieu de paysans, il n'était pas censé y être. Et il dit, voilà, je suis peut-être le seul de ma génération dans les institutions dans lesquelles je suis à venir du peuple. Il dit, je ne rencontre jamais ce genre de personnes. Je suis peut-être le seul. Il dit, mais j'ai toujours eu du mal et je n'ai jamais compris, et j'ai même eu une certaine insupportation pour les retours au peuple et les appels au peuple. Parce que la question, dit Péguy, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour vous mettre en position, dans une position d'inconfort qui pourrait être assez similaire à celle que vit le peuple. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez mis dans votre pratique pour vous mettre dans un certain inconfort? Alors chez Péguy, c'était radical, parce qu'il n'avait aucune ressource financière, il n'avait rien. Mais la question est très importante. C'est pas qui je vais voir, c'est pas avec quel collectif uniquement je suis en lien, mais dans quelle position d'inconfort je me suis mis. Il n'y a rien de pire que dans ces situations-là, parce qu'il y a toujours pire dans d'autres situations, hein, mais dans ces situations-là, il n'y a rien de pire que de se mettre dans une situation confortable, d'être le porte-parole de quelque chose qu'on a fantasmé, qu'on évoque, dans des milieux où de toute façon, il n'y a pas la culture, il n'y a pas le goût, il n'y a pas les tensions de ces milieux-là. Vous voyez, alors c'est très confortable. Et c'est tout le rapport qu'on peut avoir de tension parfois avec ce qu'on appelle le dehors. Pour moi, le dehors, c'est d'abord aussi une certaine manière de se mettre dans une position d'inconfort. Et on ne s'y met pas par goût uniquement, on s'y met parce que des choses nous forcent à nous y mettre. Vous voyez, je me méfie parfois un petit peu de l'intrusion d'un militantisme massifié, identifié à l'intérieur d'autres collectifs, parce que c'est des appels à de nouveaux pouvoirs. C'est-à-dire, moi, porte-parole d'eux, je vous dis que... Mais alors faisons rentrer les gens qui viennent en parler. On n'a pas besoin d'un porte-parole uniquement. Allons-y. Et c'est ces rapports-là. Parfois, les appels au dehors sont très confortables. Non. Alors cela me fait penser à Michel Foucault, qui dans un de ses derniers textes, des espaces autres, parle de ces utopies situées, des lieux qui sont hors des lieux. Alors c'est la question à la fois d'un lieu bien concret, bien réel, et en même temps la question d'être hors d'un lieu. Dans ce cas-ci, d'être à la fois dans l'université, dans un lieu, intensément ici, et ne rien lâcher de notre envie d'être au monde, d'être ailleurs, d'être en dehors, hors de lui, justement pour que le dehors soit ce qu'on vit ici dedans. Alors c'est peut-être le cas de ce laboratoire de l'émancipation, à la fois savante et politique, que les chercheuses et les chercheurs travaillent à espacer et à faire advenir. Et peut-être même que Foucault aurait été plus loin sur cette question du lieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait un lieu ? Qu'est-ce qui fait advenir un lieu ? Un lieu, c'est à la fois un espace matériel, mais si les gens ne s'emparent pas du lieu, s'ils n'en font pas à la fois un laboratoire et peut-être même une image, quelque chose qui entraîne, le lieu n'est rien. Et d'ailleurs, on voit que quand ils ne sont plus là, le lieu, qu'est-ce que ça devient ? Donc, en effet, la problématique du lieu est importante, et aussi de ceux qui s'en emparent. Alors, maintenant, moi, je ne pourrais plus penser les choses sans le GECO. J'ai vécu 5 ans en Allemagne, 2 ans en Angleterre, et je me suis rendu compte de ce que ce serait, surtout quand j'étais en Allemagne, j'étais dans des lieux qui institutionnellement se présentent comme des lieux un peu élitistes, et je vois que si on va dans ces lieux sans être accompagné, être associé à plein de gens par ailleurs, on est complètement vampirisé. Il n'y a pas à héroïser ceux qui peuvent y être et survivre dans ces espaces-là. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'ils sont équipés s'ils doivent y être. C'est-à-dire
des lieux de recherche où la question des rankings, des niveaux de publication, etc. sont devenus... c'est même plus des enjeux en tant que tels, c'est tellement évident. Vous voyez, ici, on est encore occupé à interroger la pertinence, même si on est déjà très loin. Il y a des lieux où ces questions ne sont même plus posées, c'est-à-dire ça fait partie des évidences. Et donc, et je ne crois pas que je pense que c'est lié à la recherche, je pense que la situation de la recherche est, de ce point de vue-là, terrible, mais je pense que ça participe évidemment de toute une transformation sociale où les logiques... je ne crois pas qu'il y ait une logique unidimensionnelle qui traverse tous ces lieux. Je pense qu'il y a des bricolages qui finissent par se connecter. Ce qu'on a réussi à détricoter un endroit, on va l'utiliser pour détricoter un autre endroit. Donc, mais je ne crois pas à une logique unifiée. Mais donc, ce que je suis occupé à dire là, de ce que c'est être dans des lieux de recherche avec des collectifs, c'est évidemment une question qui se pose à tous les autres niveaux. Parce que les détricotages, la violence, les manières de déceler, de vampiriser les uns et les autres, elles se retrouvent parce qu'elles ont été transmises, transposées, voilà. Et donc je pense que le GECO, pour moi, il y a eu une métamorphose parce que les premières années, c'était un enjeu à faire exister. Maintenant, pour moi, ça fait partie c'est une atmosphère, ça fait partie des choses. Je ne peux pas penser mon travail sans ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui portent des choses avec lesquelles je me suis... qui viennent de milieux, enfin de disciplines et qui sont en prise avec des choses avec lesquelles je ne suis pas en prise. Par exemple, Bénédicte, qui travaille sur la question des rapports, de certains rapports terrestres, manière de culture terrestre, etc. Je ne suis pas en prise directe avec ça, mais je suis en prise avec d'autres choses qui sont la question des rapports, des manières d'homogénéiser, de neutraliser les espaces terrestres par rapport à des notions de... La pragmatique de la Terre. Voilà, par rapport à la pragmatique de la Terre. Donc c'est pas les mêmes lieux, c'est pas les mêmes rapports, mais j'apprends de ce qu'elle fait, j'en reprends par ailleurs. Ma femme Catherine Sotjou, mobilisée et très active dans les questions des associations de patients comme Ding Ding Dong, le collectif Ding Ding Dong, ça m'a appris énormément de choses. Donc on ne verrait pas le lien direct entre des concepts tels que réification, bifurcation de la nature, etc. Et en même temps, ça ne cesse de se rejouer à différents niveaux. Évidemment que la bifurcation de la nature est très présente dans les pratiques médicales. Comment aurais-je pu le savoir si à Ding Ding Dong, il ne faisait pas quelque chose qui me rendait sensible aussi à ces dimensions-là. Et je ne réécrirai plus ce que j'ai fait sur la bifurcation de la nature, maintenant, compte tenu de ce que j'ai. Ce qui ne veut pas dire que je me sois trompé ou quoi que ce soit, mais j'aurai une autre délicatesse sur certains points. Et donc, le GECO, pour moi, c'est mon conseil aux doctorants en philosophie, et peut-être à d'autres disciplines, c'est si vous vous sentez en décalage, ne psychologisez pas, n'individualisez pas, créez les collectifs qui vous permettront de lui donner son importance et son sens. Qu'on s'associe au GECO ou qu'on en fasse d'autres. Je peux très bien imaginer que le GECO ne porte pas, ne soit pas directement adéquat à chacun, mais faites ce même rapport-là. Parce qu'autrement, vous risquez de vous retrouver très esselé avec tous les processus de psychologisation, c'est-à-dire de culpabilisation, d'affaiblissement. Je ne suis peut-être pas à la hauteur, peut-être que je ne trouve pas ma place. Non, on est dans des institutions qui sont faites pour que des gens n'y trouvent pas leur place. Il ne faut pas l'individualiser. Voilà, donc le GECO...
j'ai du mal à dire vers quoi ou comment, parce que c'est tellement... dès que je parle de mon travail, j'ai l'impression de parler du GECO et réciproquement. And yet, the only way to come to grips, to come into the presence of it, say the important mystics that shaped my little 13-year-old screwed up mind. The only way to come into the presence of it is to constantly keep doing positive things. You have to keep trying to make an experiment work. You have to constantly keep writing this particular story, not some story in general, but this story. You have to do this. You have to be here, not everywhere. You have to be attached to some things, not everything. The only possible way is again and again and again we engage each other in doing something. Okay? Okay. You don't even have your back brace. All right, those with stamina continue. Those without stamina take a break. Ce rire que l'on vient d'entendre, si particulier, c'est celui de Donna Haraway, qu'on vient d'entendre, une philosophe américaine. C'est celui de Donna Haraway. Il vient d'une vidéo d'un film documentaire réalisé par Fabrizio Terranova. Fabrizio Terranova est un artiste, membre du GECO, professeur à l'ERG. Il a ouvert il y a quelques années un master à l'ERG en narration spéculative. Cette approche, on pourrait dire, s'inspire, ou plutôt communique, interagit avec les autres pensées du GECO. La philosophie ou la recherche universitaire entretient ici des liens avec des disciplines qui lui sont parfois éloignées. Elle fait commun, collectif, autour d'un groupe. Et nous voulions entendre Didier de Bèze nous parler un petit peu du travail de Fabrizio Terranova et lui de son lien particulier ou privilégié avec le monde de l'art et de la spéculation. Il m'a pas encore donné le statut de biographe attitré. Moi, je le connais depuis très longtemps, on est très amis. On s'est rencontrés il y a très longtemps. C'était plutôt quelqu'un qui était lié à qui a fait une école d'art, mais qui était beaucoup plus intéressé par la question de certains collectifs. Il était très proche du collectif Santika à une époque, très proche il s'est occupé d'une maison de jeunes à Otigny où ils avaient invité Isabelle Lestengers et d'autres. Donc c'est quelqu'un qui a un parcours qui passe par différentes choses. Mais l'ERG et le master de narration spéculative, l'histoire est assez intéressante parce qu'elle reflète un peu ces rapports de décalage et de rencontres. Moi j'étais donc à Berlin à l'époque et à l'ERG ils cherchaient un professeur de philosophie pour des cours de philosophie générale. Un cours d'histoire en gros de philosophie générale et d'esthétique. Donc j'ai rencontré le directeur, Fabrizio venait d'être recruté à l'ERG et le directeur m'a demandé si je pouvais donner des cours de philosophie et d'esthétique. Et la raison pour laquelle il me l'avait proposé, c'est parce qu'il sentait qu'il y avait un certain type de philosophie, que ce soit le pragmatisme, Whitehead, sans doute aussi Donna Haraway, Gilbert Simondon, qui aujourd'hui avait un potentiel pour changer une série ou rendre sensible à une série d'éléments des pratiques artistiques, mais qui n'apparaissait pas à cause de traditions qui étaient liées à l'école de Francfort, et il voulait changer à l'ERG, pas de manière offensive, mais il voulait introduire un autre type de philosophie à l'ERG. Et donc j'ai beaucoup aimé l'invitation, parce que c'était une invitation, il me laissait enseigner exactement ce que je voulais. Donc je lui ai dit, écoute, les cours d'esthétique, moi j'ai pas envie de donner un cours d'esthétique, on va faire le Bush et Kant et Baumgarten, etc. Donc je vais plutôt travailler sur la question des pratiques expérimentales. Et donc on avait un rapport à l'esthétique qui était devenu absolument inimaginable compte tenu de l'intitulé. Et donc j'ai donné cours devant des étudiants d'art. C'était toute année, toute orientation confondue.
Et de nouveau, ça rejoint un petit peu le début de la conversation, je n'ai pas cherché à rendre accessible un certain type de discours, etc. J'ai donné cours sur les pires philosophes, Leibniz, la monadologie, et Whitehead, une partie de Procès et réalité. Et c'était magnifique parce que le niveau d'abstraction, le rapport imaginatif que peut avoir Leibniz, ou que peut avoir l'invention de la monade, par exemple. En philosophie, on fait comme si ça faisait partie d'une théorie. Il faut quand même avoir une puissance imaginative presque délirante pour dire qu'il y aurait des sortes de petits êtres qui ont l'entièreté de l'histoire présente, passée, future en elle-même. Et tous ces rapports-là, moi je les ai pris sur des modes où l'entité actuelle chez Whitehead, je faisais l'étymologie, les objets éternels, suscitait chez les artistes un rapport très imaginatif au monde. On peut penser le monde de cette manière-là. On peut penser que le monde est fait d'actions incorporelles, de perspectives non humaines qui ne sont même pas uniquement animales. Et on pourrait penser les végétaux comme des colonies de petites subjectivités, etc. Et je ne le faisais pas en imaginant ce que ça pouvait susciter chez eux. Je les prenais tel que ça m'intéressait au moment où je devais le faire. Et donc, c'était une très très belle période pour moi d'enseignement. C'était face aux étudiants en art à l'ERG. Et Fabrizio devait s'occuper du pôle narration. Et donc, il donnait cours sur les manières de raconter les histoires. Il était très marqué aussi par le texte de Deleuze dans Cinéma, où Deleuze dit, ne parle pas de narration principalement, mais de fabulation. Il dit que la fabulation, c'est la pratique des pauvres, c'est la pratique de l'exclusion, parce que le discours du vrai est un discours de domination, là où quand il est posé dans ces conditions-là. Le vrai d'une situation va arranger celui qui est en domination et va être toujours à la défaveur de celui qui est dominé dans ce rapport-là. Donc, il dit c'est l'art des pauvres et c'est l'art des colonisés, l'art fabulatoire. Et donc, Fabrizio était vraiment intéressé par cette question-là, c'est-à-dire susciter des rapports imaginatifs qui nous sortent des régimes de la vérité, exclusivement de la vérité, dans leur dimension politique, essentiellement politique. C'est ce qui caractérise très fort le travail de Fabrizio et qui pour moi a toujours été très riche dans le rapport avec lui. Et moi à l'époque, j'enseignais donc Whitehead et d'autres, j'avais fait un cours sur Nietzsche, Deleuze, mais il y avait un enjeu aussi au GECO, parce que le GECO c'était groupe d'études constructivistes, et que notre obsession et ce qui avait constitué le GECO, c'était les pratiques de savoir. Et tout doucement, la question de la spéculation avait pris un peu le dessus sur la question de la pratique du savoir au sens du constructivisme, des rapports de pratique de connaissance. Et donc, cette insistance-là, elle venait beaucoup plus d'Isabelle et de moi, mais c'était difficile de convaincre les autres au GECO parce que la pensée spéculative avait encore très fort la réputation d'être une pensée très abstraite, très générale, très philosophique. Et c'est très difficile quand on est dans un collectif avec d'autres disciplines comme la sociologie, l'anthropologie, parce que c'est pas juste les personnes, c'est aussi leur rapport à leur milieu. Et donc ça n'allait pas de soi, on ne pouvait pas juste décréter maintenant la question de la spéculation a pris un peu plus d'importance qu'elle ne l'avait. Et donc, moi j'étais pris au GECO à essayer de me faire l'avocat avec Isabelle de cette question de la spéculation. J'enseignais en même temps à l'ERG, et la connexion entre narration, entre ce que faisait Fabrizio et la question de la spéculation est née de manière d'abord assez accidentelle, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, je donnais des cours de philosophie spéculative et j'avais des étudiants en master narration. Et puis Fabrizio a fait le lien, a proposé la notion de narration spéculative, et à ce moment-là, tout tombait
de manière à la fois accidentelle et bienvenue, Bénédicte présentait un texte de Donna Haraway dans lequel elle parlait de la fabulation spéculative. Et on a commencé à explorer ça. Et ça a été très intéressant dans les deux, comme phénomène d'entre-capture ou d'entre-transformation, parce que la philosophie spéculative, elle avait plusieurs traits, de manière un peu schématique. C'était donner de l'importance à des expériences qui ne soient pas exclusivement anthropologiques, exclusivement humaines, ouvrir la pensée vers d'autres foyers d'expérience, d'autres sens de l'expérience. C'était aussi interroger la question, susciter la question des possibles, et voir la pratique de la philosophie comme une pratique d'articulation qui ne peut rien exclure, donc de ne jamais se mettre en posture de disqualification, sauf de toute théorie qui se présente comme disqualifiante. Donc, et ça, dans les pratiques narratives, ça devenait un terrain d'exploration extraordinaire avec les étudiants, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez rendre compte d'une expérience qui n'est pas votre expérience personnelle, psychologique, individuelle, etc., quand on les avait, je ne dirais pas qu'on les avait formés à ça, mais ça faisait partie des évidences. On parle de son expérience parce que ça se justifie, c'est une légitimité. Comment est-ce qu'on pourrait parler de l'expérience d'un animal ou d'un végétal, etc. Et donc, avec Fabrizio, on a commencé à vraiment travailler ensemble sur ces questions-là, puisque pour lui, ça devenait très riche comme indication envers les artistes. Comment est-ce que vous allez rendre compte d'expériences non humaines, d'une diversité des modalités de l'expérience? Comment est-ce que vous allez inventer du possible dans une trame narrative, là où l'héritage était plutôt l'héritage critique dans des écoles comme l'ERG, donc où on a l'impression que le possible est très fort canalisé, et comment est-ce que vous allez, dans une situation, ne pas chercher à cadrer les choses entre l'ordre de la fiction, l'ordre du réel, l'ordre de l'illusoire et l'ordre de la réalité. Et donc c'était voilà, très très riche. Après, il y avait aussi Yvan Flas qui était directeur de l'ERG et qui a été partie prenante de ce master. Yvan Flas qui donne plutôt cours sur le cinéma, et puis Catherine Solchou qui elle a participé vraiment à l'élaboration, à la mise en place avec nous du master, et qui est venue quasiment au premier moment elle aussi. Donc vous voyez que les liens se sont aussi faits après avec Ding Ding, avec des collectifs comme Ding Ding Dong. Voilà. Nous allons écouter un extrait du film du même Fabrizio Terranova à propos du projet Ding Ding Dong, autour de la maladie de Huntington. La maladie de Huntington est une maladie génétique, rare et incurable, qui provoque une dégénérescence cognitive, motrice et psychiatrique, et qui entraîne la perte progressive de l'autonomie et la mort, suivant une évolution qui ne peut pas être connue à l'avance et qui dépend des malades. L'enjeu de Ding Ding Dong est de mettre en place un dispositif de production de connaissances articulant le recueil de témoignages à l'élaboration de nouvelles propositions pragmatiques, dans le but d'aider les usagers, les porteurs, les malades, les proches, les soignants, à vivre honorablement leur maladie de Huntington. Une telle ambition contraint à inventer une forme inédite de collaboration entre usagers, chercheurs et artistes pour réussir la mission qu'ils se donnent, explorer la maladie comme une planète inconnue et trouver les formes narratives à la hauteur pour bien raconter, chemin faisant, cette aventure.
Ah, j'ai pas trop eu de chance. La neurologue qui me l'a annoncé, en fait, je suis rentrée dans le bureau avec ma copine, dans son bureau. Et en fait, elle me dit, même pas bonjour ni rien, elle me demande mon nom. Donc je lui donne. Après, elle me demande ma date de naissance, donc je lui donne également. Et en fait, elle me dit tout de suite, vous êtes porteuse. Donc, c'est pas... Ça manquait de tact, en fait, dans sa façon d'annoncer. Et c'est pour ça, en fait, ça m'a... Bon, déjà, c'est une nouvelle qui bouleverse une vie, mais... Ouais, il y a des façons de faire, donc... c'est pour ça qu'elle n'a pas du tout été professionnelle. Et je me souviens, le premier mot que j'ai dit, c'est « oh putain ». Oui, mais alors je dirais juste encore un mot là sur Ding Ding Dong, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire dans toute l'histoire de Ding Ding Dong, c'est que ça commence quand même par une situation qui pourrait paraître anecdotique. Romanesque. Pardon ? Une situation romanesque, même dans le sens. Oui, exactement. Donc c'est quelqu'un qui vient, qui fait un test, qui a les résultats. Et c'est ça que moi j'appelle un fait divers. C'est-à-dire quelque chose qu'en une fois, il n'y a pas d'attention. On n'a pas été rendu attentif à ça. Et il y a eu une époque où on allait chercher ces situations-là. Il y a un des textes de Foucault qui est celui qui m'a le plus touché émotionnellement d'une certaine manière. C'est peut-être le plus bizarre, c'est moi Pierre Rivière. C'est sur l'histoire d'un triple meurtre, le père, la mère, le frère, et les deux frères, je crois, de Pierre Rivière. Et Foucault va regarder toutes les archives et on a tout un univers, et c'est très émotionnel parce qu'on voit comment les gens parlent, qu'est-ce qu'ils se disent, on a presque la tonalité sonore des phrases. Comment est-ce qu'on parlait à ce garçon en fait ? Qu'est-ce qu'on lui disait ? Quelles phrases on utilisait ? Quelle petite violence dans les phrases il recevait au quotidien ? Comment collectivement on le traitait ? Et je pense qu'on a perdu cette attention-là. C'est-à-dire que je parle principalement des intellectuels. C'est d'aller voir dans des situations où, en une fois, quelque chose est devenu... va plus ou moins de soi, il y a plus ou moins un scandale, mais on ne sait pas trop. Et Ding Ding Dong, moi je pense que ça commence quand même presque par un fait divers. Et que la philosophie morale et politique, enfin un rapport éthique, ça se passe d'abord dans des faits divers. Très beau passage que j'ai redécouvert dernièrement, c'est un passage de William James où il reprend la théodicée de Leibniz sur les damnés. C'est très drôle parce que c'est le même passage qui avait intéressé Deleuze. Et il dit, voilà, Leibniz nous dit qu'il nous faut une certaine part de damnés, une masse de damnés, pour que certains soient élus, pour l'amplification des âmes élues. Et James dit, c'est très beau comme logique, tout ce qui est dit est beau dans le texte, c'est un texte magnifique. Il dit, mais quand même, quelle horreur, Est-ce que Leibniz a eu le sentiment que ça puisse vraiment le concerner, c'est-à-dire qu'il puisse être une âme damnée ? D'un point de vue logique, c'est très beau, mais est-ce que le sentiment qu'il puisse être concerné de cette manière-là l'a traversé ? Et James généralise en disant, voilà, l'horreur qu'il a face à ce qu'il appelle la morale idéaliste, mais on pourrait dire aujourd'hui toute une série de postures politiques aussi, c'est-à-dire très général, où on est rarement dans le doute, dans le sentiment que véritablement, d'être dans le sentiment que de ce que ça concerne, avec toutes les ambiguïtés, toutes les tensions, parce que ce qui fait un fait divers, c'est l'ambiguïté. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas condamner directement, James en prend plein des faits divers, un homme qui tue sa femme,
et qui, au moment où elle va mourir, elle le regarde, elle dit « Dis-moi que tu ne l'as pas fait exprès ». Et le mari prend une pierre et l'achève en disant « Mais non, mon amour ». Et James dit « Mais comment juger, enfin, qu'est-ce qu'on va juger ? Comment est-ce qu'on peut juger cette situation de toutes ces ambiguïtés ? Évidemment qu'on doit la juger d'un point de vue des faits, mais celui qui l'aura senti toute l'ambiguïté de cet homme qui va encore faire donner un sentiment de confiance à sa femme, de sa femme qui jusqu'au dernier moment veut encore y croire, etc., c'est des histoires assez incroyables. Et donc Ding Ding Dong, ça naît un peu d'un fait divers, c'est-à-dire quelqu'un qui va recevoir le résultat d'un test, et puis qui transforme ce fait divers en un problème politique. Et c'est pas un problème politique initialement. C'est ça la force du fait divers, c'est qu'il n'est pas directement politique, mais qu'il va demander toute une attention collective, tout un travail pour le rendre politique. Et à ce moment-là, il va passer à un nouveau statut. Mais ce nouveau statut est sans consistance si il n'y a pas d'abord la fragilité d'un fait divers, ça se fait comme ça en général. On va chez un médecin, on reçoit le résultat d'un diagnostic, il n'y a rien à voir, on rentre chez soi, on le vit mal, on le vit bien, ça concerne c'est des problèmes psychologiques. Si on le vit trop mal, il y a toujours des thérapeutes qui pourront nous aider. C'est ça la régularité. Par contre, le transformer en un problème politique, ça suppose qu'à la base, il n'était pas directement pensable dans ces dimensions-là. Et je pense que les erreurs là, c'est de s'en tenir aux faits divers dans une espèce de voyeurisme généralisé, de caractère glauque de certaines situations, etc., comme dans les histoires de James, ou de se dire de toute façon, c'est politique, parce qu'on n'a pas pensé toute la complexité de ce qui s'y passe à ce moment-là, et c'est ça toute la force de Ding Ding Dong, c'est réfléchir à la formation des médecins, réfléchir à ce qui amène un médecin à dire et à parler comme ça, réfléchir à ce test, et donc ne rien exclure de cette situation-là, et ça c'est une très belle réussite, avec en plus, non seulement ils n'ont rien exclu de la situation, mais avec un grand art fabulatoire. Moi, quand Alice Rivière est venue me trouver en me disant qu'elle voulait créer un institut de la maladie d'Huntington, ça me faisait sourire. Elle me disait, mais ce serait bien que tu prennes en charge le département pragmatisme. Je me suis dit, mais c'est presque, j'ai l'impression d'un jeu d'enfant, où on invente un jeu et tout le monde prend la fonction très au sérieux, comme quand on est enfant. Oui, mais ça a marché. En plus, ça a marché. Et ça a donné à tout le monde, ça a fait chez tout le monde un avant et un après. Mais où est-ce qu'il se situe cet avant et cet après ? On ne pourrait pas le dire puisque ça continue et qu'il n'y a pas un moment absolument déterminant. Mais ils ont réussi à non seulement ne rien exclure, mais que pour ne rien exclure, il fallait en passer par tout un art fabulatoire. Ça, c'est très réussi. J'ai des amis. Je suis célibataire, mais j'ai des amis très chers. Et ça tient une grande partie, une grande place dans ma vie. Et aussi les gens avec qui je travaille, mais les étudiants, doctorat, post-doctorat, etc. Ça fait un groupe qui peut très bien s'amuser aussi. La présence de gens avec qui je peux rire et penser en même temps, c'est ça l'important, c'est rire et penser en même temps. Nous avons tous le désir de rentrer chez nous, quelque part où nous n'avons jamais été, un lieu, à la fois souvenir et vision, dont nous pouvons seulement capter des aperçus de temps en temps. La communauté. Quelque part, il y a des gens auxquels nous pouvons parler avec passion sans que les mots nous restent dans la gorge. Quelque part, un cercle de mains s'ouvrira pour nous recevoir. Des yeux s'allumeront quand nous entrerons. Des voix célébreront avec nous notre entrée dans notre propre pouvoir. La communauté signifie une force qui rejoint notre propre force pour faire le travail qui doit être fait.
des bras pour nous soutenir quand nous défaillons, un cercle de guérison, un cercle d'amis, un lieu où nous pouvons être libres.